famille. Quel est l'étranger qui ne trouve pas étonnant de voir les Français s'arrêter à peu près en même temps dans tout le pays pour prendre leur repas ? Le Français aime manger et on peut dire que la cuisine est un des éléments significatifs de l'identité de notre pays. Cependant, on constate que 8 millions de Français sont en insécurité alimentaire, que 2 millions recourent à l'aide alimentaire et que le nombre de diabétiques a considérablement augmenté ces 20 dernières années. On remarque également du côté des agriculteurs que 18% d'entre eux se trouvent sous le seuil de pauvreté et enfin que nos terres sont toujours et encore marquées par la pollution. Aujourd'hui, dans Vie de famille, nous nous interrogeons sur un sujet du quotidien qui intéresse chacun d'entre nous. Est-ce que mieux se nourrir, ça coûte trop cher ? Pour nous aider dans notre réflexion, nous recevons aujourd'hui le docteur Florence Daguzan, bénévole au Secours catholique. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour Isabelle. Et nous recevons Gwenaëlle Falchi, qui est agricultrice à la ferme de Grandlieu, près de Nantes. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. C'est une émission présentée par Isabelle Boulan. Alors Florence, au Secours catholique, vous organisez tous les 15 jours des ateliers autour de la cuisine, c'est ça ? Oui, je suis rentrée comme bénévole il y a 3 ans à la retraite, autour des repas. Donc post-Covid, c'était un projet simplement de cuisine ouverte. Puis nous avons recommencé à faire des repas partagés, des ateliers repas, où les participants cuisinent ensemble, mangent ensemble, finissent de débarrasser, de faire la vaisselle ensemble, en partageant un repas, mais beaucoup d'autres choses aussi. Oui, c'est ça. Il y a l'idée de faire ensemble, ça vous l'avez dit. Il y a aussi cette idée de convivialité, puisque le repas, c'est avant tout, c'est aussi un moment ça doit être un moment aussi de plaisir. Voilà, oui, essentiellement, on est content quand les gens disent « Ah, ici, on mange bien ». Ouais. Et enfin, bien, ça veut dire que voilà, c'est bon, c'est des aliments honnêtes et puis on a été content d'être ensemble à ce repas. Donc on a un public assez varié, oui, qui va quelquefois de jeunes migrants ou de personnes âgées plus isolées, des gens précaires. Surtout beaucoup d'isolement, quelquefois des pathologies psychiques qui font que les gens se retrouvent ou sans emploi ou sans soutien régulier. Oui, et ce sont les mêmes qui reviennent ou alors pas forcément ? Alors nous avons quelquefois quelques fidèles, si on peut dire, qui reviennent régulièrement, surtout dans les gens un petit peu plus âgés. Et puis dans les plus jeunes, on espère que les plus jeunes quelquefois retrouvent une vie plus ouverte avec un travail et ils repassent quelquefois nous voir ou ils reviennent quelquefois comme bénévoles. Ah oui, ça c'est chouette, oui. Et quel est l'objectif en fait de ces ateliers ? Est-ce que c'est de leur montrer qu'on peut se nourrir sainement et à pas trop cher ? Qu'est-ce que ça peut être en fait ? Alors, ça peut être l'occasion aussi, autour de la nourriture, de parler de la santé, de parler de la qualité des aliments, de parler aussi même peut-être de tri sélectif, par exemple, pour des gens qui ne sont pas sensibilisés. Mais oui, parce qu'à ce propos, vous me disiez hors antenne que les gens ne savent pas forcément ce qu'est un produit ultra transformé. Et est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est, en fait, ces fameux produits ultra transformés dont on parle beaucoup dans les médias ? Oui, d'autant qu'on commence à se rendre compte qu'ils ont sans doute un rôle dans les épidémies d'obésité, de diabète et dans certaines maladies qu'on voit dans les pays dits évolués. Donc, un aliment peu ou pas brut ou peu transformé, c'est ce qu'on connaît, une pomme, une poire, un morceau de viande, une huile de première pression à froid, peut transformer le beurre également. Oui. Ensuite, il y a des aliments transformés, mais qui sont fabriqués à partir d'aliments bruts et transformés par des procédés simples. Par exemple, faire du fromage, du pain, du vrai pain avec simplement de la farine, de levain et du sel, des confitures, des conserves de légumes sel, du jambon sec, par exemple, traditionnel. Sans qu'on y mette d'autres additifs. Et puis, il y a tous les aliments ultra transformés,
qu'on trouve alors maintenant énormément dans les plats préparés, la charcuterie industrielle, la biscuiterie industrielle, les produits panés. Ah oui. Où on ajoute des choses, on ajoute... Alors, en fait, il y a des produits bruts qu'on a un peu décrits, et puis il y a les produits qui sont soumis à une transformation industrielle. Alors, il y a le fractionnement qu'on appelle aussi le cracking. Oui. Par exemple, à partir de lait, on va extraire du lactosérum, par exemple. À partir de maïs ou de blé, on a des amidons, mais des amidons modifiés quelquefois aussi. À partir de blé, toujours, on peut avoir du gluten qui est utilisé en plus dans certains pains, par exemple. Il y a les procédés aussi de soufflage de certains aliments, de cuisson-extrusion. Alors, extrusion, c'est que, par exemple, toutes les sortes de petites chips qui ressemblent à du polystyrène. Ah oui. Et ça, c'est un procédé physico-chimique qui détruit certaines molécules ou qui les transforme. Et l'organisme ne reconnaît pas forcément ces molécules. Et puis, il y a tout ce qui est hydrogénation, graisse hydrogénée, les émulsifiants, les exhausteurs de goût, les antioxydants. On trouve énormément dans les sauces industrielles aussi, mais même dans des biscuits. Ah oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, la définition complète du produit ultra transformé. Ces aliments sont souvent en plus pour être appétants, très sucrés, salés ou gras. Oui, pour qu'on en mange plus, en fait. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Et, alors, Gwenaëlle, on va parler de vous. On va parler de votre ferme. C'est une ferme que vous avez achetée, enfin non, pas achetée, mais que vous avez depuis 2017, c'est ça? Oui. On a une ferme depuis 2017 et moi, depuis l'année dernière, je suis aussi bénévole administratrice au CIVAM. Oui, c'est quoi le CIVAM? Le Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous y faites dans cette ferme? Eh bien, nous, on a des vaches laitières en agriculture biologique et on transforme un tiers de notre lait en fromage. D'accord. Vous faites plusieurs sortes de fromage, oui, je crois. On fait 5 sortes de fromage et du fromage blanc. Oui. Un type raclette, une tome, un gruyère, un petit fromage frais, du bleu. Donc, ça fait partie des produits peu transformés. Peu transformés, oui. Parce que nous, on se sert juste du lait de nos vaches et de ferment. Donc, en fait... Oui, c'est presque... Enfin oui, c'est naturel, en fait. Il y a quand même un processus de transformation, mais il n'y a aucun rajout industriel dedans. Oui, exactement. Et donc, vous faites du fromage et le lait qui vous reste, vous le commercialisez vous-même ou alors c'est par un autre intermédiaire? Alors, on fait et nous-mêmes en vente directe et par le groupement de producteurs Biolait, qui est le premier collecteur de lait bio en France. D'accord, qui revend, lui, à des magasins. Soit à des magasins pour de l'embouteillage, soit à des transformateurs pour faire aussi du fromage. D'accord, et qu'est-ce qui vous a amené à être en bio? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Alors, nous, dès la base, on voulait reprendre une exploitation qui était soit déjà en bio, soit qu'on pouvait convertir à l'agriculture biologique, parce qu'on veut laisser le moins d'impact possible pour les générations futures sur notre ferme. Oui. C'était ça qui nous importait. D'accord. Et ce qui fait que sur votre site, vous parlez même du bien-être animal au quotidien, hein, c'est ça? Et de quoi s'agit-il en fait? Oui, alors nous on est dans les marais du lac de Grandlieu à Saint-Lumine-de-Coutais. Et donc du coup on est à côté de la deuxième plus grande réserve naturelle de France quand même, après la Camargue. Donc ça c'est pas anodin. Et nos vaches sont nourries qu'à l'herbe. Et 10 mois sur 12 dehors, dans des pâturages. Et pour nous, c'est très important qu'elles soient bien. Si elles sont bien, nous, on est bien. Et du coup, si elles sont bien, elles font du bon lait et du lait de qualité. Et comment vous pouvez savoir qu'elles sont bien? Par l'observation qu'on en fait, en fait, tout simplement, par leur façon de marcher, leurs rapports sociaux entre elles, par rapport au lait qu'elles nous donnent, par rapport à tout leur aspect extérieur. On va tout de suite voir si une vache, elle déprime, entre guillemets, par son port de tête quand elle marche, etc. Oui. En fait, n'importe quel animal, on est capable, si on s'intéresse un peu à lui, de voir comment il se comporte et du coup, quel est son état d'esprit. Et voilà, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus.
Et vous ne leur donnez aucun médicament ou alors des médicaments autorisés ? Alors, on est limité puisqu'on est en agriculture biologique et nous, on est plutôt en prévention. Donc, notre but, c'est que nos animaux ne tombent pas malades. Et pour ça, on les observe donc énormément, leurs poils qui bouclent, des yeux qui coulent, etc. Oui. Mais aussi, après, on utilise l'homéopathie, l'aromathérapie. Et vraiment, en dernier recours, avec le vétérinaire, on peut avoir accès à d'autres médicaments, mais uniquement avec le vétérinaire. Oui, donc vous êtes obligé de vous former aussi, d'apprendre des choses. En agriculture, de toute façon, on se forme tous les jours et c'est ça qui est intéressant. On fait une multitude de métiers en un et du coup, on se forme tout le temps. Oui, en effet. Et vous faites très attention aussi je voyais aux changements climatiques pour vos bêtes. On les subit surtout, les changements climatiques. Ça, vous les subissez. Mais du coup, on essaye de s'adapter puisqu'on est obligé de s'adapter. Et on essaye par contre d'avoir le moins possible d'impact sur notre environnement, donc sur le climat. Oui, pour les générations futures. Alors là, on arrive à notre pause musicale. Vous êtes bien dans Vie de famille et on se retrouve après Mickey 3D Respire. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Vous êtes bien dans Vie de famille et nous parlons aujourd'hui de notre système alimentaire avec 2 invités. Le docteur Florence Daguzan qui est bénévole au Secours catholique et Gwenaëlle Falchi qui est exploitante à la ferme de Grandlieu. Alors chacune dans votre activité respective, vous apportez votre pierre à la résolution de la fameuse équation une nourriture accessible pour tous, un revenu décent pour les agriculteurs et le respect de la santé et de l'environnement. Et Florence, en quoi mieux se nourrir, c'est essentiel ? Eh bien, on se rend compte que oui, c'est essentiel parce qu'on est constitué un peu des aliments que nous mangeons tous les jours. On s'aperçoit, il y a des sources Crédoc qui montrent que 16% des Français ne mangent pas à leur faim actuellement. Oui. Et même, ça peut monter jusqu'à 24% pour les moins de 40 ans. Ce qui est énorme, en fait. Ce qui est énorme, oui. Ouais. À leur faim, alors ils mangent, mais surtout quand on est jeune, c'est l'âge où on a besoin de manger pour se constituer une bonne santé pour toute la vie. Oui. Et 24% des personnes qui disent avoir des difficultés financières sont touchées par les problèmes d'obésité, par exemple. Donc, il y a quel type de problèmes de santé on peut avoir, justement, si on ne se nourrit pas très bien ou... Alors, il y a la précarité alimentaire qui augmente, on le sait maintenant,
même en dehors de toute ration calorique, le risque d'obésité ou de surpoids, et qu'il y a des risques également sur la santé mentale, de dépression et d'anxiété lorsque l'alimentation est de mauvaise qualité, notamment avec les aliments ultra transformés. De plus en plus d'études tendent à montrer cela. Puis on a parlé aussi du diabète avec... Oui, le diabète avec cette augmentation très très importante, donc 160% en 20 ans, c'est du énorme, nombre de diabétiques. Ouais, oui. 160% d'augmentation en 20 ans du nombre de diabétiques. Et ça, ce serait dû à quoi alors ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais notamment en dehors des facteurs génétiques, il y a les facteurs de diminution de l'exercice physique, ça il ne faut pas le nier. Les facteurs d'alimentation, donc avec les aliments gras sucrés, très appétants, donc en trop grande quantité, les boissons sucrées et les aliments ultra transformés, donc comme on le sait maintenant. Et puis aussi le rôle du stress, parce que quand on est dans une situation de précarité, on est plus stressé. Et le stress augmente les risques d'obésité aussi. Et donc, mieux se nourrir, c'est essentiel pour toutes ces maladies-là. Et Florence, dans vos ateliers, est-ce que c'est l'occasion aussi pour vous de donner quelques conseils ou pas ? Est-ce que ça vous arrive ? Oui, c'est une discussion quand nous mangeons ensemble. On parle beaucoup de l'enfance, de la famille, du sens qu'a la nourriture pour chacun, souvent, mais aussi de savoir comment on peut manger de façon équilibrée quand on a des revenus qui ne sont pas importants. Donc, sans enlever tout ce qui est chair animale, c'est-à-dire viande, poisson, avec des produits de qualité, mais on peut aussi compenser avec des légumineuses associées à des céréales. Et donc associées aussi à des légumes verts pour faire quelque chose d'équilibré, et à des œufs ou des fromages, pour compléter. Donc c'est l'occasion d'en discuter. Et ça peut être aussi l'occasion de se dire où est-ce qu'on peut trouver se donner des trucs pour trouver des bons produits à pas cher. Où sont les... Souvent, quand les gens arrivent à acheter des produits simples, des lentilles ou des pois chiches en vrac, ça n'est pas forcément très cher. Donc, c'est ensuite arriver à savoir comment on peut l'équilibrer et cuisiner l'ensemble. Mais oui. Ça nécessite quand même des associations aussi. Et ce qui est difficile aussi dans des pays comme la France actuellement, pour certains, c'est de trouver des produits frais, des légumes ou des fruits frais de qualité. D'accord. Et ça, par contre, c'est un réel problème pour lequel les pouvoirs publics ont un rôle important. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est les sentiments que vous reconnaissez chez les gens que vous rencontrez dans vos ateliers. Ils ont parfois... Oui, ils ont quelquefois honte. Alors, tous ceux qui font appel à l'aide alimentaire ont souvent très honte de ce genre d'aide alimentaire. Ils n'aiment pas, par exemple, aller sur certains marchés qui sont loin de chez eux. Parce qu'en fait, les produits ne sont pas très bonne qualité. Quand ils ne sont pas du quartier, quelquefois, ils sont mal vus. J'ai discuté l'autre jour avec une personne qui faisait partie d'une entreprise de ménage et qui me voyait coller une affiche pour notre journée du 26 avril. Oui, dont on va parler. Oui, et qui me disait « Ah oui, mais moi, je travaille. Et vous savez, quelquefois, je fais même les poubelles. J'ai honte, mais je fais les poubelles parce que je n'ai pas de quoi manger. » Oui. Et donc, c'est elle qui est venue me le dire. Donc, ça existe. Et des gens qui travaillent et qui ont... Des gens qui ont un salaire et qui n'ont pas assez pour se nourrir correctement. Voilà, exactement. Et Gwenaëlle, justement, on sait que les agriculteurs ont du mal à gagner correctement leur vie. Vous avez choisi le bio. J'allais dire, comment faites-vous ? Alors moi, comment je fais ? Déjà, grâce à l'Europe, parce qu'il ne faut pas se mentir, l'agriculture à l'heure d'aujourd'hui en France, elle tient grâce à les aides. Personnellement, ma ferme, elle dépend à 66% des aides européennes. D'accord. De la PAC, la politique agricole commune. Donc, ce n'est pas négligeable. Voilà. Après, nous, on est beaucoup en vente directe pour nos fromages. Donc là, c'est nous qui décidons du prix. Contrairement à la filière laitière, qui sont comme les grandes filières...
En fait, l'agriculture, c'est le seul endroit où on produit des choses, les produits partent, mais on ne sait pas à quel prix ils vont être vendus. Oui. Et ça, c'est un gros problème du coup, parce que quand vous allez dans un magasin, la personne qui vend, elle va mettre un prix et vous partez avec ce produit ou pas, si vous êtes d'accord ou pas avec le prix. Et nous, nos produits partent, on les vend, mais on ne sait pas à quel prix. Oui, c'est rare ça. C'est rare, hein. Donc ça, c'est notre système qui date d'après-guerre, hein, qui a été fait comme ça pour nous aider. Mais du coup, il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont pris dans un engrenage de surproduction, produire plus pour gagner plus, mais en fait, plus on produit, plus on a des prêts pour acheter plus de machines, etc. Plus on s'endette. Plus on s'endette et plus on dépend des autres. On va dépendre des autres, notamment des techniciens, on va dépendre des centres d'aliments, etc. etc. Et il y en a beaucoup qui sont pris dans cet engrenage-là et qui n'arrivent pas à en sortir. Oui, d'accord. Nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans en agriculture biologique, dans notre ferme à nous. Oui. Donc... Bon, bah ça c'est bien. Oui. Alors justement, vous allez organiser une demi-journée de sensibilisation intitulée Mieux se nourrir, ça coûte trop cher, qui va être organisée le 26 avril à Bouguenais au lycée Daniel Brottier des apprentis d'Auteuil. Qu'est-ce qu'il va s'y passer, Florence? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots? Voilà, donc c'est une journée, une demi-journée de 10h du matin à 14 ou 15h. Où il y aura à la fois des stands, des jeux, des présentations, une présentation de l'étude pendant une demi-heure par un des promoteurs de l'étude. Alors, je précise que cette étude, c'est une étude qui a été faite conjointement par le Secours catholique, le réseau CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques. Hein, c'est ça, qui date de 2024, donc qui est récente, et qui, justement, s'intéresse à notre système alimentaire. Oui, et à ses coûts cachés, surtout. Et à ses coûts cachés, exactement. Oui, parce que justement, ce qui est intéressant à dire, c'est que pour soutenir notre système agricole et alimentaire, le gouvernement ou les subventions, ce serait de l'ordre de 48 milliards d'euros et 80% de ce soutien public, il est destiné à alimenter les impacts négatifs de ce système. Donc la course au volume, la standardisation des matières premières, une pression sur les sur les prix qui sont payés aux agriculteurs. Donc cette conférence, je suppose, ça va être l'occasion de parler de tout ça. Oui, de détailler des chiffres, mais de façon animée et avec ensuite un débat qui sera... il y aura un débat. Il y aura un débat, voilà. Oui. Donc, par contre, c'est quand même une demi-journée qui est destinée aussi aux familles. Donc, nous aurons des stands pour adultes, mais des stands pour enfants ou jeunes également. Justement, parce que c'est important pour les enfants de les éduquer à tous ces enjeux qui les attendent. Et Gwenaëlle, vous serez présente aussi? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis présente pour montrer qu'en fait, c'est cet argent qui sert aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mais aussi à dépolluer, qui sert pour les maladies professionnelles, les maladies des consommateurs, trop gras, trop sucrés. Si cet argent-là était rebasculé sur l'agriculture durable, et ben en fait, ces coûts cachés, ils n'auraient pas besoin d'être là. Et du coup, tout le monde pourrait mieux se nourrir. Et on n'aurait pas besoin de toute cette action, parce que c'est quand même 30% des oiseaux des champs qu'il y a en moins. Oui, j'ai lu ça, oui. Donc, il y a tout cet impact environnemental qui est très important. Oui, effectivement. Et vous-même, dans votre ferme, je crois que vous sensibilisez aussi les jeunes publics. Oui, on fait de l'accueil aussi. Oui. On fait de l'accueil, on est paysans de nature, donc on a signé une charte aussi avec la Ligue de protection des oiseaux pour accueillir toujours plus de biodiversité sur la ferme. Et on accueille tout type de public d'ailleurs, des jeunes, des moins jeunes, parce que pour nous, comme au Secours catholique, notre ferme, on trouve que ça doit être un lieu social, pour que les gens fassent le lien avec ce qu'ils ont dans leurs assiettes et d'où ça vient, parce qu'on a perdu ce lien. Oui. Il faut qu'ils viennent sur nos fermes, il faut que nos fermes soient ouvertes. Donc on accueille tous les soirs à l'heure de la traite, n'importe qui peut venir avec sa famille ou entre adultes, voir
voir la traite déjà et discuter avec nous. Oui. Et après, le mercredi, on a un marché sur notre ferme avec d'autres producteurs en agriculture biologique, où là, c'est l'occasion, il y en a qui restent tout le temps du marché, rien que pour promener avec leurs enfants, échanger. Voilà. Et on a fait des fêtes sur la ferme aussi pour que ça soit un lieu social. Voilà, parce qu'on en parle, parce qu'effectivement, cette demi-journée qui aura lieu, je vous rappelle, le 26 avril à Bouguenais, eh bien, peut-être que certains pourront s'y rendre, et tant mieux, et peut-être que d'autres n'auront pas trop le temps d'y aller. Et à ce moment-là, il y a d'autres moyens d'être en contact avec ces problématiques-là, et notamment... Ah oui, on est tout un réseau de fermes, par exemple le réseau Accueil Paysan, qui ouvre les fermes et accueille du public, quel que soit le type de public. Et du coup, il ne faut pas hésiter. Il faut pousser les portes, il faut appeler, et puis il faut venir voir. Eh bien, on a bien entendu votre appel. On ne va pas hésiter. Notre émission touche à sa fin. Les défis actuels autour de l'alimentation, donc la lutte contre la précarité alimentaire, le soutien social aux paysans, la santé, la promotion de pratiques agricoles plus écologiques ne peuvent plus être dissociés, et aller sur tous les fronts à la fois devient une nécessité absolue. Le rapport du Secours catholique, du réseau CIVAM, de Solidarité Paysan et de la Fédération française des diabétiques propose des solutions. Et on n'en a pas parlé dans cette émission, mais ces solutions, elles passent par la construction d'un nouveau contrat social, le droit à l'alimentation pour tous, la massification de la transition agroécologique et aussi la régulation du commerce international. Donc la résolution de l'équation d'une alimentation saine, durable, accessible et rémunératrice est en route, et elle doit passer par une prise de conscience politique. Merci Florence et Gwenaëlle d'avoir été nos invités. Nous vous remercions, chers auditeurs, de votre attention. Sachez que vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de Radio Fidélité. Nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Vie de famille. C'était Vie de famille.